Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à m'excuser de ne pas être avec vous physiquement à cause d'imprévus familiaux qui m'obligent à ne pas être présent. Euh, Surtout que cette journée est une journée très importante. Le sommeil, un tiers de notre vie est passé à dormir avec des processus vitaux tout à fait essentiels. Et là, cet après-midi est consacré au sport et ces liens entre sport et sommeil. Voilà, je travaille à Bichat, à l'hôpital Paris, et au centre Chronos, qui est un centre de psychiatrie, chronobiologie et sommeil au GHU Paris Psychiatrie Neurosciences. Alors, voici mes conflits d'intérêts. Et tout d'abord, commencer avec un certain nombre de contradictions qu'il y a autour du sommeil et du sport. On dit, les médecins du sommeil disent en tout cas, que le sport est bon pour la santé et en même temps, pas de sport le soir, pas de sport non plus trop intense. Une solution, dormir alors en tenue de sport. Il n'y a plus que ça qu'il nous reste à faire. Vous allez voir que finalement, il y a d'autres solutions et que cet équilibre délicat, il faut le connaître pour pouvoir finalement adapter ceci à chacun. Alors, il y a une horloge centrale dans le cerveau qu'on a tous. C'est quelque chose de très très conservé entre les espèces, de la drosophile, des petits mammifères à l'homme, avec un chef d'orchestre de l'ensemble des rythmes du corps qui sont situés à la partie antérieure de l'hypothalamus, que sont les noyaux suprachiasmatiques. Donc, ces noyaux vont donner l'ensemble du rythme sur 24 heures à l'ensemble des cellules du corps. Et une autre grande structure que vous connaissez, qui est la glande pinéale, vous la connaissez parce qu'elle sécrète la mélatonine. La mélatonine, cette hormone de l'obscurité. Quand il fait noir, cette hormone est sécrétée, favorise le sommeil. Et dès qu'il y a de la lumière, eh bien, cette mélatonine est inhibée dans sa sécrétion. Et donc, le principal synchroniseur des rythmes veille-sommeil va être la lumière, qui est perçue au niveau de la rétine. Et il y a beaucoup d'autres horloges dites périphériques qui vont aussi synchroniser un peu cette horloge, et notamment l'activité physique, la température extérieure, les rythmes alimentaires vont participer. Et ça, vous le savez naturellement, par exemple, lorsque vous voyagez en Asie ou en Amérique, vous allez avoir faim à des mauvais moments de la journée, et puis vous allez mettre plusieurs jours à recaler cette horloge. Donc vraiment, tout tourne sur 24 heures dans notre organisme, et l'homme a ce talent pour inventer d'autres synchroniseurs ou désynchroniseurs. Alors le sport, on va en parler, évidemment, va pouvoir du coup jouer sur cette horloge, à la fois en augmentant la température centrale, qui, elle, diminue au cours de la nuit. Donc, la température centrale trop haute va possiblement retarder l'endormissement. Et c'est pour ça que parfois, le sport trop intense juste avant le coucher peut décaler l'endormissement qui mettra un peu plus de temps avant de diminuer sa température centrale. Mais aussi les substances qu'on va utiliser, toutes les substances, l'alcool, les interactions sociales, la pollution lumineuse, notamment qu'on a dans notre environnement, et puis le stress professionnel, socio-professionnel, les éveillants comme le café. Cette horloge, elle est très conservée, comme je vous le disais, entre les espèces, et donc il y a une sorte de coucou suisse comme ça, qui tourne sur 24 heures. On a 24-25 gènes de l'horloge, on appelle ça les core clock genes, les gènes principaux de l'horloge, et cette expression va se faire dans l'ensemble des cellules du corps pour marquer le rythme sur 24 heures. La traduction de ce gène, de ces gènes de l'horloge, cliniquement s'appelle le chronotype. C'est la manifestation, le chronotype de votre horloge biologique. Et donc, il y a des gens qui sont plus du soir, plus du matin. En général, dans les familles, on sait qui est du matin, qui est du soir, et c'est quelque chose d'assez génétique. Un autre grand processus dans le sommeil que vous devez avoir en tête, c'est le processus homéostatique. Plus vous êtes éveillé, plus vous avez envie de dormir. C'est la situation en rouge, par exemple, une veillée nocturne, une garde de nuit. Et la sieste, qui là va effondrer la pression de sommeil. Et lorsque va arriver le moment du coucher, comme par ici à 23 heures, la pression de sommeil sera moins importante. Et ça aussi, on le connaît en général avec la sieste, par exemple, du dimanche, qu'on ne fait pas le reste de la semaine, et on va avoir du mal à aller se coucher le dimanche soir. Et il y a une bascule comme ça, donc le cerveau est assez bien fait. On a un ensemble de noyaux dans le cerveau qui permettent de maintenir l'éveil, et ces noyaux qui vont être inhibés au cours du sommeil. Donc il y a une balance comme ça entre les noyaux de l'éveil qui sont activés
et inhibée, notamment par le noyau ventrolatéral préoptique, au cours du sommeil. Et donc, il y a un bascule comme ça qui se fait entre le sommeil et l'éveil qui permet de ne pas être entre les deux. Et cette bascule est commandée par les deux processus qu'on vient de décrire, le processus circadien, donc qui tourne sur 24 heures, et le processus homéostasique qui va donner finalement cette pression de sommeil. Alors, les grands marqueurs utilisés pour étudier la santé liée au sommeil, c'est souvent la durée habituelle de sommeil. Et quand on dort moins de 7 heures en population générale ou plus de 8-9 heures, eh bien, on sait que c'est associé à davantage de décès, davantage de diabète, d'accidents vasculaires cérébraux, de maladies coronariennes et d'infarctus du myocarde, et aussi davantage d'obésité. L'obésité, c'est surtout les gens qui ont un sommeil qui est réduit, et en particulier quand il est inférieur à 5 heures. Donc ça, c'est des données en population générale, hein, ça ne veut rien dire au niveau individuel. Au niveau individuel, il y a des longs dormeurs, il y a des petits dormeurs, et ce qui compte, c'est de respecter son besoin de sommeil. Alors, quand on regarde le sommeil habituel en termes de santé mentale, eh bien, finalement, on observe exactement pareil, on observe ces courbes en U. Donc ici, vous avez ceux qui dorment moins de 5 heures, ici, ceux qui dorment plus de 9 heures, et là, ceux qui dorment entre 7 et 8 heures. Et vous avez en ordonnée la prévalence sur l'année des troubles psychiatriques. Ce que vous observez déjà, c'est que sur l'année, on a des prévalences colossales de troubles psychiatriques. Plus de la moitié des personnes qui dorment moins de 5 heures ont un trouble psychiatrique sur l'année. Ceux qui dorment 7 à 8 heures en moyenne, 28%, donc un quart, et à nouveau la moitié pour plus de 9 heures. Vous voyez, c'est des prévalences qui sont colossales, hein. Il y a une explosion de la prévalence de pathologies mentales liée à cette réduction du temps total de sommeil ou à l'augmentation. Pour les troubles de l'humeur, c'est pareil, 23%, 9%, 15%. Et la tentative de suicide, vous voyez, c'est colossal. 4 fois plus de tentatives de suicide chez ceux qui dorment moins de 5 heures, 11%, versus 3% et 7%. Alors, l'activité physique est protecteur pour la santé mentale. Ça, il y a un certain nombre de données qu'on connaît très bien, hein. Ici, vous avez l'incidence de la dépression avec le risque relatif. Et ce qu'on observe, c'est que pour 2,5 heures de marche, donc 2 heures et demie de marche rapide par semaine, vous avez une diminution de 25% du risque de dépression. Vous voyez, des effets assez importants. Et quand vous dormez 1 heure et quart par semaine, vous avez une diminution de 18% du risque de dépression versus pas d'activité. Et ce que vous observez aussi sur cette courbe, c'est que finalement, dès un minimum d'activité, on a des bénéfices qui sont observés. Donc, c'est toujours mieux de faire un petit peu de sport que pas du tout. Et on va avoir des effets dès 2,5 heures ou un quart d'heure qui sont déjà importants en termes de diminution du risque de dépression. Alors, il y a plein de choses qui expliquent, il y a plein de mécanismes qui expliquent les effets bénéfiques, notamment sur le stress, l'anxiété, les symptômes dépressifs. Notamment, eh bien, l'activité physique va augmenter en quelque sorte les hormones liées au plaisir, les hormones opioïdes, endocannabinoïdes, et ceci va avoir des effets directs sur l'anxiété, sur les symptômes. On sait aussi que l'exercice physique va améliorer l'attention, la concentration, la mémoire, la maîtrise de la langue et la prise de décision, et ceci jusqu'à une période de 2 heures après l'activité physique. Il y a d'autres axes qu'on connaît maintenant de ces effets de l'activité physique, et notamment par une diminution du stress sur les axes responsables du stress, et notamment on a une diminution du cortisol, mais aussi une balance, leptine-ghrelin sur l'absorption de tout ce qui est alimentaire qui va à nouveau être stabilisé. Alors, il y a des études très intéressantes aussi entre activité physique et insomnie. Et ici, par exemple, une étude récente qui s'est intéressée au traitement du trouble insomnie chronique avec un programme contrôlé de 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée à vigoureuse par semaine pendant 6 mois. Ce qu'ont montré les auteurs, c'est que l'activité physique permettait une diminution de 4 points sur l'indice de sévérité de l'insomnie versus seulement 1 ou 2 points chez ceux qui n'avaient pas d'activité physique. Et il y avait une diminution des symptômes d'anxiété et de dépression dans le groupe qui bénéficiait d'activité physique, donc ce qu'on retrouvait juste avant. Donc il y a des effets sur le sommeil et il y a des effets sur l'anxiété et sur la dépression. Très belle étude qui vient de sortir vraiment là il y a quelques semaines qui montre l'importance de l'activité physique en journée sur le sommeil de nuit, mais aussi sur la fatigue et sur la régularité des rythmes. Donc sur le sommeil, ça on le savait, hein, le sport c'est bon pour bien dormir.
Mais ce qu'on ne savait pas, c'est notamment sur la fatigue. Il y avait cette idée un peu reçue que, donc ici, c'est l'activité physique moyenne, environ 1 heure. Donc, c'est les recos HS chez l'enfant. Et ici, c'est chez l'adulte. Et donc, c'était environ 2 heures. Et donc, les recos HS chez l'adulte, pour mémoire, c'est au moins 30 minutes, 5 jours par semaine. Donc, on est au-delà des recommandations. Et ce qu'on observe, c'est qu'une activité ici en orange modérée va améliorer la qualité de sommeil, mais va aussi améliorer la fatigue. On est moins fatigué avec de l'activité physique. Certains pensent que l'activité physique fatigue, ça va fatiguer sur le coup, mais ça va permettre globalement d'être moins fatigué de manière générale en permettant un meilleur sommeil, une meilleure efficacité du sommeil comme ici, un meilleur endormissement et aussi une variabilité du sommeil qui sera moins importante, c'est-à-dire des rythmes veille-sommeil plus stables. Donc, étude tout à fait intéressante qui vient de sortir et qui montre ces effets-là chez l'enfant et chez l'adulte. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est pas vraiment ce qu'on observe chez les sportifs de haut niveau. Et vous avez raison, et mon collègue juste après, le docteur Duforez, va préciser ces aspects-là chez le sportif avec l'expérience aussi qu'il a de prise en charge chez ces patients-là. Et on a, vous voyez, mon fils, une nuit de folie, on se demande comment il a pu aller se coucher. On a Lucas Pouille, hein, qui malheureusement a eu des gros problèmes de sommeil qui se sont compliqués de dépression et d'addiction. Nadal qui a râlé lors du dernier Roland-Garros parce qu'il y a les night sessions, hein. Vous savez, les night sessions, c'est ces billets du soir, mais les tennisman vont se coucher très très tard avec de grandes difficultés à pouvoir jouer le lendemain. Ils s'en plaignent beaucoup. Et les stars comme Nadal, eh ben, sont probablement davantage en night session que les autres, puisque c'est des billets qui font vendre. Donc il y a un vrai problème chez les sportifs et d'impact sur leur jeu de ce sommeil. Alors, les effets finalement de ces altérations du sommeil, de ces perturbations du sommeil, elles sont de quatre grands ordres. Le premier, c'est une neuroinflammation, hein. La privation de sommeil, les anomalies des rythmes vont entraîner une activation de la microglie. Il va y avoir aussi des activations du système du stress avec des dysrégulations glutamatergiques. Il va y avoir des phénomènes de neuroprogression avec du stress oxydatif et d'accumulation de protéines toxiques. Et puis, la privation de sommeil entraîne aussi des déficits de neuroprotection. On va moins bien protéger ses neurones et son cerveau avec une réduction des hormones neuroprotectifs et neuroprolifératifs comme le BDNF, mais aussi des altérations de la mélatonine. Et chez le sportif, ce qu'on sait, c'est que la privation de sommeil, la mauvaise qualité de sommeil, la fatigue ou la somnolence en journée, les horaires de sommeil non optimales par rapport à l'individu, une irrégularité des rythmes ou des troubles de ces rythmes, ça va entraîner des déficits sur la force musculaire et sur la rapidité. Il va y avoir des altérations, davantage de blessures, davantage de troubles de réaction et de déficits de vigilance, un manque de créativité et des altérations dans les prises de décision, des processus de mémoire et d'apprentissage qui sont moins performants, hein. Pour bien apprendre des nouvelles techniques ou des nouvelles stratégies sportives, il faut bien dormir. Et puis évidemment, des retentissements sur la santé mentale. Et ça, je vous en ai parlé et c'est très démontré. Alors, c'est bien perçu, malgré tout ça, par les athlètes comme étant quelque chose d'essentiel, hein, pour leur performance et leur récupération. Mais pourtant, le problème est énorme, hein. 50 à 70%, 78% des athlètes ont des troubles du sommeil et jusqu'à un quart d'entre eux ont des troubles sévères, donc qui vraiment impactent leur fonctionnement même quotidien, leur fonctionnement diurne. Ils ont un temps total de sommeil qui est diminué par rapport à la population générale, ils ont un sommeil qui est moins récupérateur, une tendance d'endormissement qui est souvent prolongée. Et là, on peut se poser la question, est-ce qu'on n'est pas déjà dans le trouble insomnie chez ces patients-là, qui ne sont pas des patients d'ailleurs? Ils ont des rythmes veille-sommeil qui sont perturbés, avec des horaires d'entraînement, de compétition, de déplacement. Des fois, bah, il va falloir revoyager ou revenir de nuit après un match. Il peut y avoir des décalages horaires. L'exposition à la lumière, là aussi, dans les stades, va être, par exemple, très forte et va décaler l'oreille d'endormissement. Donc, tout ça, c'est des facteurs, et il y en a vraiment à l'appel, qui vont perturber leur sommeil. Et puis, en plus, ils ne sont pas exemptes de comorbidité. Et donc, comme tout humain, ils peuvent avoir des apnées du sommeil. Donc, par exemple, 8 à 14% des joueurs de football américains en ont. C'est vrai aussi chez les rugbyman, c'est vrai chez un certain nombre de populations.
Ils peuvent avoir un syndrome des jambes sans repos, ils peuvent avoir une insomnie. Bref, ils ont le droit aussi d'avoir des maladies du sommeil, comme toute autre maladie, en plus d'un mauvais sommeil lié à la pratique sportive. Alors, les causes, eh bien, le fait déjà, les femmes souffrent davantage de problèmes de sommeil, le fait d'avoir plus de 25 ans, le fait d'avoir ce qu'on appelle l'hyper-éveil, dans la recherche, on appelle ça l'hyperarousal, et tout ce qui est perfectionnisme, et souvent pour subir l'intensité des entraînements qu'ils ont, il y a un certain nombre de traits de personnalité obsessionnels, perfectionnistes, qui vont faire des terrains à risque d'hyper-éveil et de troubles du sommeil. Alors, les compétitions et les entraînements, hein, le temps total de sommeil qui diminue de 11% en lien avec la succession de... Si on fait 2 matchs par semaine, on va diminuer son temps total de sommeil de manière mécanique. Quand on s'entraîne sur un camp d'entraînement, et ben, les 2 premières semaines du camp d'entraînement, on va là aussi diminuer son temps total de sommeil. C'est aussi les altérations du sommeil, des signes assez connus de surentraînement et de facteurs et d'indicateurs de surentraînement. Et donc, ça a baissé les performances du sportif. Donc, va falloir qu'il diminue l'entraînement pour pouvoir récupérer un peu de sommeil et finalement récupérer en performance. Et puis, les entraînements, par exemple les nageurs qui nagent en se levant très tôt, dès 5 heures ou 6 heures du matin, ou après 18 heures, eh ben, les entraînements ou les matchs avant 8 heures ou après 18 heures, ça diminue le temps total de sommeil. C'est en lien avec la consommation de café ou d'alcool, l'exposition à la lumière très forte, notamment dans les stades, je vous en ai parlé. Les taux de cortisol, de température corporelle et le système nerveux central vont être altérés. Tout ce qui est décalage horaire et déplacement. Et quand on voyage vers l'Est, c'est ce qui va impacter le plus. Et vous allez là encore avoir un retentissement sur le temps total de sommeil, c'est TTS, hein. Et par exemple, quand vous voyagez en classe économique versus business, vous avez 3 heures de sommeil en moins. Quand vous êtes en camp d'entraînement versus à domicile, là aussi, vous avez une baisse de 1h25. Quand vous retournez directement le soir après la compétition à vos domiciles et que vous ne dormez pas sur place, bah, vous diminuez votre temps total de sommeil. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre de facteurs qui sont évitables, en tout cas qu'il faut identifier chez les gens qui sont à risque de troubles du sommeil. Et puis, les sports à impact, hein, notamment le rugby, le football américain, là aussi, probablement à cause des chocs cérébraux, sont associés à une diminution du temps total de sommeil. Alors, la dette de sommeil et la performance dépend un peu du type de sport. Et donc, dès que vous allez avoir dans votre sport des besoins de motricité fine, avec un fonctionnement cognitif soutenu, par exemple le service au tennis, le temps de réaction des gardiens de handball, la frappe chez les joueurs de football, etc., il va y avoir une diminution de ces performances-là avec la dette de sommeil. Sur les sports d'endurance, peut-être que l'effet est moins fort, mais tout ça reste à être démontré. Concernant la performance physique, après 30 heures de privation, donc c'est des choses un peu extrêmes, hein, mais par exemple sur un Tour de France, sur les navigateurs à la voile, on peut observer des choses comme ça. Il y a une baisse de la vitesse moyenne en sprint, il y a une baisse de la concentration musculaire en glycogène et de la force lors de l'extension volontaire du genou. Il y a une baisse de la force musculaire après 64 heures sans sommeil, ça c'est un peu évident, et la puissance après 36 heures et un temps de fatigue après 36 heures. Donc ça apparaît assez vite en fait, hein, après la privation de sommeil. Tout ça, c'est des études un peu extrêmes. Il y a peu d'études faites en milieu écologique, c'est-à-dire dans les milieux de vie des sportifs en conditions réelles. Alors, sur les fonctions cognitives, va y avoir des impacts émotionnels sur l'humeur, sur une somnolence diurne, et ça va diminuer le temps de réaction, diminuer la prise de décision, diminuer les apprentissages et la mémoire de travail. Et ça, c'est observé avec une diminution de l'activation cérébrale, notamment cortex préfrontal, thalamus et cervelet. Donc vraiment un lien entre la diminution des capacités cognitives et la dette de sommeil observée en IRM fonctionnel. Alors le chronotype, là aussi, ça dépend un peu. Il y a des gens du matin, et donc se lever à 5 heures pour aller nager, ça ne va pas être un problème. Mais si vous êtes du soir, vous levez à 5 heures alors que vous êtes avec une température très basse et que vous êtes en plein sommeil, ben là, il va y avoir un retentissement très important. Donc l'idée, c'est aussi d'adapter en fonction du besoin du chronotype. Est-ce que le sujet est du matin ou est-ce que le sujet est du soir pour essayer de caler les entraînements au meilleur moment pour le sujet, pour qu'il soit le moins possible en dette de sommeil. Et puis après, il y a les matchs, hein, il y a les rencontres, il y a les compétitions. Et là, on s'adapte au calendrier, on s'adapte à tout ça, mais il faut aller au match aux compétitions sans dette de sommeil.
Alors, la récupération, il y a assez peu d'études, hein, en tout cas de haut niveau de preuve. Ce qu'on observe, c'est des liens entre les biomarqueurs objectifs du sommeil et la sensation subjective de récupération, par exemple chez des volleyeurs, il y a une belle étude sur ça. Et chez les footballeurs, il y a aussi là un lien entre les marqueurs du sommeil et la fréquence de blessure. Moins vous dormez, plus vous vous blessez au football. Mais c'est probablement vrai, évidemment, chez les autres types de sports. La physiopathologie, on en a un peu parlé, c'est l'inflammation. C'est tout ce qui est au processus homéostatique, notamment au niveau moléculaire et de récupération, les processus de maintenance cellulaire et notamment de réparation musculaire, de plasticité synaptique avec le BDNF dont je vous ai parlé tout à l'heure, et probablement encore d'autres processus comme le stress oxydatif et l'accumulation de protéines toxiques. Alors, du coup, quoi faire et comment faire? J'arrive à mes dernières slides concernant le temps total de sommeil. Eh bien, quand vous augmentez ce temps total de sommeil, ça va améliorer les performances de manière automatique. Au basket, on a observé une amélioration au lancer franc à 3 points et un meilleur temps de réaction. En natation, les nageurs sont plus rapides, ont là aussi un temps de réaction plus rapide. Au tennis, eh bien, vous améliorez votre pourcentage de premier service. Et sur les sports d'endurance, comme je vous le disais tout à l'heure, les données sont un peu plus variables. Les siestes, alors il faut faire des siestes de moins de 20 minutes. Si vous dormez plus de 20 minutes, on va aggraver les performances et surtout, ça va être lié en fait à un sommeil lent profond. On va rentrer dans les stades de sommeil profond et quand on rentre dans des stades de sommeil profond, on a une ivresse de sommeil, une ivresse au réveil qui va faire qu'on va avoir du mal à se concentrer, à travailler et les performances vont être moins bonnes. Ça, c'est très connu en population générale. Il y a aussi des études chez le sportif. Donc, moins de 20 minutes le jour du match et 30 minutes, on peut avoir des améliorations des performances cognitives, mais pas physiques. Et puis, il y a ce coffee nap, il n'y a pas d'études, mais c'est des siestes courtes, donc 10, 15, max 20 minutes. On prend un café au moment où on s'endort, ce qui fait qu'on aura l'effet du café après au réveil. Donc, l'inertie du sommeil, je vous en ai parlé. Donc, ne dépassez pas 30 minutes parce que là, vous rentrez dans les stades de sommeil lent profond et toutes les performances physiques et cognitives sont altérées. Vous avez vu qu'en résumé, le sommeil, c'est un processus tout à fait vital et actif, central pour le sport, sport comme bon sommeil, comme facteur de bon sommeil, mais aussi le sommeil comme ingrédient important pour avoir de bonnes performances et une bonne récupération. Je souligne vraiment l'importance de ces bonnes habitudes liées à la veille et au sommeil et en respectant les besoins cycle veille-sommeil de chacun. Chaque individu est différent, donc il va falloir personnaliser ces approches-là. Et vous avez vu qu'il y a des données qui soulignent l'impact positif de l'activité physique sur la santé physique et mentale, qu'il y a aussi un impact du sommeil sur la performance et la récupération sportive, et qu'il y a des comorbidités aussi possibles, les apnées du sommeil par exemple, ou d'autres, qui sont à explorer chez les sportifs comme dans la population générale. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je remercie également toutes les équipes qui travaillent avec moi sur ces sujets de sommeil, Abisha, l'équipe Chronos et l'équipe de recherche à Neurodhydro. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un bon symposium.